Merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. Un plaisir pour moi de vous retrouver encore dans cet autre numéro de Café Débat. Vous le savez, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Ce numéro est consacré à la crise encore aiguë en Guinée autour de la question de constitution. Évidemment, le FNDC ne baisse pas les bras et continue à mobiliser du monde dans les rues. C'était le cas justement du 14 novembre 2019, jeudi dernier donc, où le FNDC a appelé tous ceux qui donc veulent lutter contre cette nouvelle constitution et des velléités de troisième mandat pour Alpha Condé de se retrouver sur l'autoroute. Malheureusement, tout cela a tourné à des drames, à une répression selon évidemment bien d'observateurs, et des leaders ont été principalement ciblés. C'est le cas de M. Sidia Touré, président de l'UFR, et nous sommes reçus par lui. Nous lui donnons la parole pour qu'il nous parle de justement ce qu'il a vécu encore en ce jeudi que certains appellent jeudi noir, et la perspective en termes de résilience, de résistance à cette velléité dite d'Alpha Condé. Nous en parlons à l'instant avec M. Sidia Touré. Monsieur le Président, merci de nous recevoir ici. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Alors, une fois encore, vous nous disiez la dernière fois qu'on a eu cette émission, vous continuerez à vous battre, à appeler les Guinéens à se mobiliser. C'était le cas ce 14 novembre, le jeudi dernier donc, sur l'autoroute. Mais cette fois-ci, sauf qu'il y a eu incompréhension entre vous et les autorités en ce qui concerne l'itinéraire. Vous vouliez cette fois-ci marcher de l'aéroport tout droit jusqu'à l'esplanade du Palais du Peuple. Eux, ils voulaient que vous adoptiez l'itinéraire ancien qui vous ont toujours autorisé, aéroport Bessia, Amdallah jusqu'à l'esplanade. Pourquoi vous avez insisté pour aller sur la ligne droite? Je voudrais vous remercier, mais je voudrais profiter de cette occasion pour m'incliner sur les dépouilles de tous ces jeunes gens qui ont été tués depuis un mois. 14 au 14, nous en sommes pratiquement à 21 morts. Je crois que notre pays dérive très sérieusement. 21 morts en un mois. Donc il faut bien comprendre de quoi je suis en train de parler. Ce n'est pas un accident de la circulation, ce n'est pas une tempête, c'est vraiment des gens qui tirent à bout portant sur d'autres et qui les assassinent froidement. Alors il faut savoir où est-ce qu'on veut aller. Cela devrait interpeller tout un chacun. Quant à la marche de hier, les réponses sont arrivées très tardivement. La loi dit que c'est 48 heures qu'on vous répond. Les gens n'ont donné l'information de leur changement d'itinéraire que la nuit. Donc bien sûr qu'il n'y avait aucune possibilité de contacter tout le monde pour savoir comment est-ce que la marche devait se faire. Cela n'empêche d'ailleurs qu'il était en fait prévu de réprimer sérieusement cette marche et particulièrement d'agresser les leaders. Voilà, c'était l'objectif. Voilà. Sinon, il n'y avait vraiment pas de raison. On aurait pu canaliser les gens, c'était beaucoup plus simple. Est-ce que c'est parce que les autorités locales, les différentes mairies ont répondu hors du délai légal que vous n'aviez pas pu informer tout le monde, ou c'est parce que vous étiez fermement engagé à tenir cet itinéraire-là? Beaucoup de jeunes gens étaient fermement engagés à tenir cet itinéraire-là. Beaucoup de jeunes gens, de jeunes marcheurs, tenaient absolument à emprunter le même itinéraire que le cortège de ceux qui sont en train de se battre pour une nouvelle constitution. Donc ils ne comprenaient pas pourquoi est-ce qu'on leur dirait à eux de ne pas y aller. Donc il y avait cette question effectivement, mais en même temps je dis, le changement est arrivé tardivement, la veille, pratiquement vers 20h, 21h. Donc si c'était arrivé à temps, vous auriez pu changer? Je ne crois pas, parce qu'on aurait pu changer. Il n'y a pas de raison. Pourquoi voulez-vous qu'on change cet itinéraire? C'est une marche pacifique. Ils estiment qu'il y a un risque au niveau de la casse? Non, ça je suis dans l'opposition depuis longtemps. J'ai toujours été dans l'opposition. Nous sommes passés plusieurs fois à la casse, et puis il faut arrêter ce cinéma. La casse n'est plus la casse. Il n'y a personne là-bas qui va vous agresser parce que vous êtes en train de marcher contre le troisième mandat. Je vous parie tout ce que vous voulez. Donc c'est un mythe qu'on essaye d'entretenir. Il n'y a aucun risque. Nous sommes passés là-bas dans des périodes beaucoup plus difficiles. Bien. Le cortège est passé. Et puis il s'agit du FNDC. Ce n'est pas un parti politique là. Ce sont tous ceux qui sont contre ce troisième mandat, qui sont des partis politiques, mais qui sont de la société civile et qui sont des syndicats. Ce sont des citoyens lambda qui adhèrent, comme ce jeune qui a adhéré au FNDC à Zrékoré, Fassou Gomou, qui était du RPG, et qui décide de quitter le RPG, qui adhère au FNDC, et puis il se fait arrêter pour ça. Mais où est-ce qu'on est? On est dans quel pays? Est-ce que vous savez pourquoi il a été arrêté au moins?
parce qu'il a quitté le parti et qu'il a dit que ceux qui le suivent dans son mouvement n'ont pas besoin d'aller à la manifestation qui était prévue pour recevoir le président pour le 3e mandat. Bien. Tout ça, c'est son droit. Ce jeudi a été encore un autre jeudi de violence, on dirait de répression vis-à-vis des manifestants. Vous particulièrement, vu l'état de votre voiture, on a l'impression que vous avez été ciblé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, il y a aujourd'hui une volonté manifeste. Je le dis, je le redis, je suis devant vous et je prends les Guinéens à témoin d'agresser les leaders, particulièrement Selou et moi, particulièrement même moi. C'est une mission qui a été confiée au ministre de la Sécurité. La fois dernière, on nous a ratés à la mosquée. Hier, je crois que le nouveau ministre voulait signer son arrivée par quelque chose de ce genre. On a balancé une grenade lacrymogène en direction de ma voiture que le chauffeur a voulu éviter, a calé son véhicule. Moi, j'en suis sorti pour prendre un autre véhicule qui était devant moi et nous sommes partis. Mais entre-temps, on est venu s'acharner sur mon véhicule et sur la pick-up des journalistes qui me suivaient, qu'on a pratiquement saccagé. Je n'en vois pas l'intérêt, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on doit avoir des comportements comme ça. Je l'ai dit tantôt, si nous on faisait à Alpha Condé, je ne sais pas moi, 10% de ce qu'il a tenté de faire contre Lansana Conté, on en serait vraiment, on ne peut même pas l'imaginer tout simplement. Donc vous voulez dire que ceux qui pleurnichaient sous Lansana Conté sont devenus des bourreaux aujourd'hui, c'est ça? Ça n'est même pas pleurnicher. Moi, quand on a arrêté Alpha en 1998, j'étais Premier ministre. Je me suis opposé à son arrestation. 3 jours après, j'ai été voir le président Conté. Il m'a dit, il y a un dossier sur mon bureau là-bas, va le lire, mais tu le laisses ici. J'ai passé 2 heures à éplucher ce dossier. Sur Alpha Condé. Sur Alpha Condé. Et vous le retrouverez en grande partie dans le livre blanc. N'importe qui t'aurait mis en prison pour ça pour des années et des années. Mais il n'a pas tué pour ça. Pourquoi lui s'attaque à nous? Tout simplement parce que nous avons une opinion contraire sur quelque chose qui est totalement inconstitutionnel. C'est là où vous vous rendez compte que tous ceux qui chantent démocratie, machin, c'est bon, tant que ce n'est pas leur tour. Alpha a fini il va finir l'année prochaine ses 10 ans de présidence. En tant que Guinéen, nous avons le droit de dire que ce n'est pas légal qu'il puisse faire autre chose. Et on doit le redire une deuxième fois quand on voit la médiocrité des résultats qu'on a eu depuis 9 ans. Donc voilà où on en est. De plus en plus, il y a des morts au cours de ces mobilisations, même si elles sont désormais autorisées. Finalement, ça devient la première expérience de manifestation autorisée, mais quand même, il y a eu des morts. On parlait de 3, et jusqu'à ce matin, finalement, je crois qu'on doit être à 4. Alors, est-ce que vous allez changer de stratégie, de manière de faire? Les Algériens marchent depuis quoi, 49 ou 39 semaines. Tous les vendredis. Est-ce que vous pensez ils sont quoi, peut-être 3-4 fois plus nombreux que nous? Vous avez appris qu'il y avait un mort là-bas? Les manifestations qui sont encadrées, vous n'avez pas de mort. Ceux qui tuent les gens, c'est ceux qui ont la volonté de tuer des gens. Sinon, qu'est-ce qu'il y a en Guinée ici que vous ne pouvez pas cadrer? Il y a une volonté manifeste d'instaurer la terreur dans le pays et de nous soumettre à une forme de dictature, mais c'est totalement volontaire. Ce que vous avez vu comme marche, nous avons fait des marches qui se sont passées normalement. Ça n'a rien donné. Pourquoi est-ce que voulez-vous que les gens meurent pour ça? C'est parce qu'ils veulent bien tuer les gens. Bien. Alors, c'est quoi donc la suite en parlant de cette stratégie de manifester? Parce que entre-temps, quand vous prépariez cette marche du jeudi, le pouvoir est déjà à l'intérieur du pays. Il y a des émissaires d'Alpha Condé qui ont fait le tour de la forêt. Est-ce que vous aussi allez aller à l'intérieur? Est-ce que vous allez arrêter ou est-ce que vous allez continuer? Moi, je ne vous le fais pas dire. Heureusement, merci de me rappeler cela. Qu'est-ce qu'il faut en forêt? Campagne pour le référendum. Le président, je crois, lui-même doit y aller demain. Mais ça fait une semaine. Mais pendant ce temps, le ministre de l'administration a interdit les cortèges. Mais absolument. Mais en même temps, je veux dire, on fait campagne pour. Quand vous voulez faire campagne contre, on vous dit non, vous ne pouvez pas faire campagne contre. On n'est plus en République là. On est dans quoi? Donc je crois que c'est une bonne chose de le rappeler. Parce que voilà ce qui se passe effectivement dans notre pays aujourd'hui.
Et on va terminer cette première partie par l'arrivée des médiateurs. Il s'agit de Ibn Chambas, qui est le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, qui est arrivé en Guinée. Il est en train de rencontrer les différentes parties. Vous l'avez reçu, je crois, 2 fois de suite, avant les manifs et juste après les manifs sanglantes de ce jeudi. Qu'est-ce que Ibn Chambas apporte comme message? Qu'est-ce que vous lui avez dit en retour? Non, je lui ai exposé la situation du pays. Ibn Chambas nous connaît depuis longtemps. Au moment où nous étions dans l'opposition avec Alpha Condé, il était déjà à l'époque président de la commission au niveau de la CEDEAO. Donc nous avons fait un bon chemin ensemble. Il nous connaît chacun d'entre nous, il connaît les caractères des uns et des autres. On n'a pas besoin de trop parler. Je lui ai donné la situation du pays tel qu'il est aujourd'hui. Je lui ai expliqué les conditions dans lesquelles tout ceci est arrivé. La CEDEAO a une position très claire sur le problème du 3e mandat. Je crois que la CEDEAO est opposée à cela. Au niveau des Nations Unies, c'est une autre histoire. Mais toujours est-il qu'il a envoyé un message de paix, de dialogue. Bon, c'est ce qu'il peut faire. Il est resté 24 heures de plus. Il a vu la violence avec laquelle la répression s'abattait sur le pays, dont nous en avons informé. Il n'a pas besoin de me dire ce qu'il pense. Il est le représentant du secrétaire général des Nations Unies. Je pense qu'il y a eu une réaction épistolaire du secrétaire général des Nations Unies. Je n'ai pas connaissance du texte, mais voilà où est-ce qu'on en est. Bien. Donc il va devoir remonter ces informations aux Nations Unies pour savoir ce qui peut être fait en termes de médiation. Justement, et de messages à envoyer sans doute à l'endroit du président de la République. On va observer rapidement une petite pause et nous revenons pour 10 minutes chrono afin de faire réagir notre invité sur Amnesty International aussi, qui alerte. Les voyants sont au rouge en Guinée en termes de respect des droits de l'homme. Et puis, nouvelle date pour les législatives, le 16 février 2020. Proposé par la CENI, Alpha Condé qui entérine aussitôt la réaction de M. Sidi Touré, tout ça juste après la postée. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat qui a comme invité M. Sidi Touré, président de l'UFR. Évidemment, après donc avoir parlé de la manifestation du 14, on va aborder un tout autre sujet lié aussi au respect des droits de l'homme puisqu'il s'agit d'exercice de liberté publique. Je le disais tout à l'heure, Amnesty International qui alerte, donc les voyants en matière de droits de l'homme en Guinée sont au rouge. J'ai l'impression que ça a suscité une certaine colère chez les gouvernants qui réagissent à ces rapports. Vous, M. Sidia, est-ce que vous n'êtes pas surpris de toute façon de ce rapport de l'Amnesty? Franchement, je ne suis pas surpris du tout. Ce rapport, on ne l'a pas envoyé au gouvernement sénégalais, malien ou ivoirien. Si on l'a envoyé ici, c'est qu'il y a bien une raison, non? On ne va pas dire aussi qu'Amnesty International est contre nous. Donc c'est un constat de la situation qui se détériore aujourd'hui dans notre pays, où les assassinats sont devenus monnaie courante. Je viens de dire qu'en un mois, 28 personnes ont été abattues froidement par la police dans notre pays. Il faut quand même que ça éveille un peu les sens là. C'est quelque chose, on finit par croire que c'est tout à fait normal. Un des jeunes qui est décédé ce matin, il est à l'école. Il faut qu'on arrête. Donc Amnesty International est dans son rôle. C'est un constat avec des faits précis, avec le nom des gens qui ont été tués. Vous ne pouvez pas aller dire que vous êtes choqué pour ça, puisque c'est ce qui s'est passé chez vous. Mais dans un pays où le président dit comme ça, banalement, je m'en fous d'Amnesty International, de tout ce qui est international, est-ce que vous pensez que ça peut faire effet? Ce qui a fait que Alpha s'est fait un nom ici de manière totalement, je dirais même usurpée, c'est le fait que la communauté internationale a été alertée, le fait qu'il était en prison, ainsi de suite. Donc il s'en fout de la communauté internationale maintenant qu'il est chef de l'État. Mais la Guinée, en tant que pays, pour nos intérêts, nous ne nous en foutons pas de la communauté internationale. L'individu peut-être qui s'en fout. Non, on ne s'en fout pas. On ne tient pas à ce que notre nom, le nom de notre pays soit traîné dans la boue de cette manière et que la perception qu'on a de nous soit aussi viciée. Donc je ne partage pas du tout ce point de vue-là. Et l'autre sujet sur lequel on va terminer, et je crois qui vous a fait réagir depuis que vous étiez à Abidjan avant d'arriver récemment, c'est cette nouvelle date proposée encore par la CENI pour les législatives. Il s'agit du 16 février 2020. Aussitôt proposé, tout de suite le président Alpha Condé prend un décret pour appeler le corps électoral. Vous avez commencé à réagir dès votre descente à l'aéroport Bissia. Vous pensez que le calendrier en lui-même, une fois encore, n'est pas réaliste, mais l'acte du président aussi semble illégal. Écoutez, nous,
les élections législatives, on devait les tenir depuis l'année dernière. On ne les a pas tenues parce qu'Alpha Condé n'en voulait pas. Il voulait une opportunité peut-être pour se servir de ça et en tirer un bénéfice politique. Apparemment, si j'ai bien compris la précipitation dans laquelle il a pris ce décret, normalement qui devait être pris 70 jours avant les élections, je crois qu'il a fini par savoir ce qu'il compte en faire. Et l'objectif aujourd'hui, semblerait-il, c'est que si le référendum ne marche pas, quelqu'un qui ne peut pas prétendre avoir cette fois-ci même pas les 18% qu'il a eu à l'élection présidentielle en 2010, compte avoir, je sais pas moi, 75-80% des députés pour modifier la Constitution, bien qu'elle ne soit pas modifiable. Mais bon, je crois qu'on n'est pas à cela près. Donc c'est vrai, nous sommes préoccupés par ces élections, parce que nous avions eu l'année dernière un consensus avec l'aide de la communauté internationale. Quand on en a besoin, on les appelle. Hein. Nous avons fait un audit du fichier. Les conclusions de cet audit ont été adoptées. Il a été convenu que le point numéro 1 sur lequel on devait se rendre compte, c'était le fichier électoral. Ce fichier électoral, apparemment, on n'en parle plus. Le responsable donc, qui a été désigné par l'OIF ici est venu nous dire clairement que c'était le point sur lequel on devait s'accorder d'abord et qu'une date des élections pouvait être fixée et ensuite le corps électoral convoqué, mais tout ça se fait de manière consensuelle. Il s'agit d'élections, il ne s'agit pas de désignation de ministres ou de désignation de députés. Cela se fait dans un consensus. Je viens de Côte d'Ivoire, où il y a actuellement un débat sur l'élection présidentielle, mais je me suis renseigné à la CENI. Ils m'ont dit, mais non, le fichier, il est sur Internet. Vous pouvez vérifier là-dessus s'il y a votre nom. D'accord. Donc, nous, on ne demande pas ça. On veut simplement qu'on nous remette ce fichier et qu'on sache ce qu'il y a là-dedans. C'est nous qui compétissons. Il y a une partie qui a le fichier, vous ne l'avez pas, et qui apparemment peut le modifier à souhait. Donc, ce que vous auriez voulu, c'est que d'abord on finisse de nettoyer le fichier. Il est complètement fini, prêt. Après, maintenant, on propose une date. Et si le président veut maintenant appeler le corps électoral, il le fait. Non, il est obligé d'appeler le corps électoral. Mais ce n'est pas moi qui veux que ce soit fait comme ça. C'est ce sur quoi on était convenu. D'accord. Avec et la communauté internationale, et la mouvance présidentielle, et l'opposition. Nous avons acté cela. On a mis en place un audit. Les conclusions ont été adoptées. Et c'est le processus par lequel on devrait passer. Alors maintenant que le président a sorti ce décret, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez boycotter ces élections? Est-ce que vous allez les contraindre à revenir sur le décret afin qu'on procède étape par étape, notamment le nettoyage du fichier? Après on a un fichier consensuel et puis on passe au reste. C'est quelque chose qui est symptomatique du non-respect des engagements que nous prenons. Alors quand on vous dit allez dialoguer, mais dès que vous avez fini le dialogue, le lendemain on fait autre chose. Sinon ça fait partie des principes de base selon lesquels les élections s'organisent partout dans le monde. On ne peut pas parler d'élections sans que vous n'ayez au moins un fichier. Et le fichier, nous pour le moment, ce qu'on en sait, c'est qu'il y en a qui l'ont et qui le conservent par devers eux. Il avait été clairement défini qu'il y avait 1,5 million d'électeurs qui n'avaient pas d'empreinte biométrique dans ce fichier, donc qui étaient des fictifs. Il fallait que tout le monde passe devant la machine pour se faire recenser. Et si vous y êtes, on vous donne votre ticket. Si vous n'y êtes pas, vous faites enregistrer. Ceux qui ne sont pas venus n'existent pas. Au lieu de ça, on vient nous proposer tout un schéma sur lequel personne n'est convenu. Et vous pensez qu'on ne peut pas tenir ce délai depuis de maintenant là jusqu'en février 2020? Est-ce qu'on ne peut pas finir le nettoyage du fichier dans un délai raisonnable? Le délai raisonnable est clairement indiqué dans le code électoral guinéen. De 3 mois. Ce sont des 3 mois, c'est pas moi qui les invente, c'est écrit dans nos lois. Vous prenez 3 mois, vous en faites un truc, vous le réduisez d'abord à 45 jours, ensuite maintenant quand vous êtes pressé, vous dites 25 jours. Ça fait 4 ans qu'on n'a pas révisé le fichier électoral ici. Vous pensez que 4 années de suite, des jeunes qui ont eu entre-temps 18 ans, plus ceux de cette année, vont venir s'enregistrer plus les autres, tout ça, en 25 jours dans un pays où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route? Il faut qu'on soit un peu sérieux. Non, ce n'est pas tout simplement pas possible. Alors, voilà ce qui crée encore un autre débat. On verra comment ça va se résoudre, puisque on a entendu comme information venant du récent Conseil des ministres que le cadre de dialogue va reprendre ses activités. Sûrement que toutes ces questions seront débattues. On verra à quelle conclusion vous viendrez. Pour terminer, monsieur Sidia Touré, une fois encore retour à l'actualité. Voilà, il y a de l'inquiétude partout pendant que nous enregistrons cette émission.
il y a une sorte de tension sur l'axe, un message à lancer. Et puis par rapport à votre véhicule, est-ce que vous allez le récupérer ou est-ce que c'est les autorités qui l'ont déjà récupéré? Quelle est la situation de votre véhicule? Qu'il le cache, je comprends, mais qu'il le vole, je ne vois pas pourquoi. On a récupéré le véhicule. Bon, pour le moment, on l'a laissé là-bas, au garage. Nous allons voir ce qu'on fera avec ça, mais ce n'est pas la question, c'est surtout le problème de l'axe. Il faut qu'on arrête d'agresser gratuitement les gens. La marche hier a eu lieu sur l'autoroute. Ce n'est pas sur l'axe de la métro, c'était sur l'autoroute. Alors qu'est-ce qu'on a à venir débusquer les gens? Aujourd'hui, on a assisté à des scènes extraordinaires. Il y a eu un mort dans une famille. Les gens viennent pour présenter les condoléances. Vous avez des policiers qui viennent rentrer dans la cour pour venir gazer les gens. Et puis, il faut qu'on arrête cette façon de faire. Nous sommes quand même en 2019, au 21e siècle, en République de Guinée. C'est pas digne de nous. C'est vraiment pas digne de nous. Si vous avez un message encore à l'endroit d'Alpha Condé, j'imagine que depuis que tout ça a commencé, il ne vous a jamais appelé. Au moins la fraternité au-dessus des adversités politiques. Jamais un coup de téléphone depuis tout ça pour dire oui, pourquoi vous faites ça, est-ce qu'on peut s'entendre? Jamais un coup de fil venant d'Alpha Condé? Non, on ne s'est pas parlé, mais bon, je ne vois pas, c'est pas ça qui importe. Nous sommes en train de parler de la Guinée. J'aurais bien voulu le voir adopter un comportement qui soit digne de notre pays et qui peut permettre que moi-même j'aille lui dire mais écoute, bravo, fais quelque chose de bien. C'est pas le cas. En essayant de confisquer le pouvoir, il ne se met pas là où on pensait qu'il aurait pu se mettre. Là, il devient quelqu'un qui est en train de mener une lutte tout à fait personnelle contre 12 millions d'habitants. La vie de nos compatriotes aujourd'hui est pénible. Elle est difficile. Nous sommes dans une situation périlleuse. La famine est là. La misère est partout. Ce pays n'a pas d'eau, n'a pas d'électricité. La monnaie chute. Tout ceci est dû à la gouvernance de notre pays. Donc il ne faut pas nous demander de pousser ça encore pour des années, je ne sais pas. Donc voilà les réalités de la Guinée. Malheureusement, on n'a pas trop de temps, sinon j'ai eu effectivement le gouverneur de la Banque centrale il y a juste 48 heures qui disait que la monnaie revenait à la normale en parlant de cette dépréciation qu'elle a connue en marge des manifs du 14, 15, 16. Il a expliqué ça par l'instinct naturel de tout agent économique de se protéger quand il y a des situations comme ça, ce qui a expliqué la dépréciation forte qu'on a connue là. Pas du tout. Mais il pense qu'on est en train de revenir à la normale. On conteste cela totalement. La dépréciation qui a eu lieu est due au fait que l'argent qui sort aujourd'hui du système guinéen, ceux qui ont accès à cet argent sont en train de le répatrier à l'extérieur. Donc ils ont une forte demande de dollars. Sinon, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, au contraire. Ils demandent des dollars, ils demandent des euros, qu'ils expédient dehors pour aller planquer leur argent. C'est ce qui fait que la monnaie se déprécie en contrepartie. Voilà. Vous parlez de qui? De tous ceux qui ont de l'argent dans le système aujourd'hui financier, les entreprises, la bauxite, les machins, toutes ces choses-là aujourd'hui où il y a une corruption endémique sont en train de sortir de l'argent en quantité extraordinaire de notre pays. Voilà, en tout cas, on reviendra sur cette question spécifique prochainement. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir reçus. Merci. À très bientôt. Merci de votre attention et de votre fidélité. À lundi pour un autre numéro de Café Débat. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.